Incendie cet après-midi dans la maternité d'Arles. Une jeune mère est morte intoxiquée par la fumée. Son bébé est en réanimation. Pour l'instant, aucune indication sur les causes de ce sinistre. Jacques Chirac cible du tabloïd britannique The Sun, une opération anti-française pour contester la position de Paris sur la question irakienne. Pénurie d'infirmières en France, 15 000 postes sont à pourvoir. Depuis un an, les infirmières espagnoles sont appelées à la rescousse. Comparer, c'est gagner. La publicité française se lance dans les spots comparatifs, une arme efficace mais difficile à manier. Paris, bientôt classée zone infestée par les termites, difficile d'éradiquer ces parasites qui causent de gros dégâts. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Le drame qui s'est déroulé cet après-midi à la maternité d'Arles a plongé toute la ville dans l'émoi. Une jeune mère est morte dans l'incendie qui a touché le bâtiment. Son bébé est toujours en réanimation. Karine Comadi, Pascal Ponce. C'était l'heure où la maternité était comble, midi et demi. Les sages-femmes s'affairent autour des nouveau-nés et des jeunes ou futures mamans. Au total, 50 personnes douillettement installées. Soudain, une odeur âcre et l'affolement. On a pris le bébé, et, on l'a levé. Ma femme est sortie pieds nus, en pyjama, tout le monde dehors. Et puis voilà, c'était chacun pour soi. Hein. Chacun pour soi. Une jeune mère succombe à ses blessures. Son bébé de 4 jours est en réanimation à Marseille. Que s'est-il passé dans ce bâtiment relais de l'hôpital d'Arles? Le système de sécurité prévoit que l'alarme ne sonne pas dans la maternité pour éviter la panique, mais directement au poste de sécurité. Et les secours n'ont pas tardé. Je me suis aperçu qu'à côté du bureau de la surveillante, il sortait une fumée, une grosse fumée, et j'ai vite prévenu le personnel hein, qui était au fond vers le bloc pour évacuer vite la maternité et prévenir la sécurité incendie. Mais comme ils étaient juste en face, en train de manger au self, ils ont vu les flammes sortir du bureau et sont arrivés sur les lieux très très vite. Les 60 pompiers ont limité les dégâts matériels à ce seul bâtiment, mais la douleur est vive. Le ministre Jean-François Mattei a promis, outre l'enquête de police, une enquête interne à l'hôpital pour expliquer aux familles. Les autres mères et leurs bébés ont été relogés au 4e étage et une cellule d'assistance psychologique est à leur côté, à côté de leur famille et aux côtés du personnel. Peu après l'incendie, une jeune maman interrompue en plein travail a accouché dans l'hôpital. La vie a repris. Et à Nice, une explosion s'est produite vers midi dans un immeuble d'habitation au cœur de la ville. Heureusement, seulement 4 blessés, dont un sérieux, mais ces jours ne sont pas en danger. D'après les premiers éléments de l'enquête, cette explosion serait due au gaz. Le tabloïd britannique The Sun s'est offert ce matin une campagne anti-française. À sa une, Jacques Chirac comparé à un ver, une édition spéciale diffusée à seulement quelques centaines d'exemplaires, mais qui a fait réagir la classe politique française. Hélène Hugues, Arnaud Boutet. Jacques Chirac assimilé à un ver de terre surgissant d'une France craquelée, la photomontage en une n'est guère flatteuse, l'éditorial qui l'accompagne ne l'est pas davantage. Jacques Chirac est devenu la honte de l'Europe. Monsieur Chirac, qui au Royaume-Uni est surnommé le ver, se pavane avec arrogance sur la scène internationale. Et le journal d'interroger, n'avez-vous pas honte de votre président? La presse populaire britannique est coutumière de ce genre d'attaque anti-française. Mais cette fois, comble de la provocation, le Sun a franchi la Manche pour publier en français ses insultes contre le chef de l'État. Seulement quelques centaines d'exemplaires diffusés à Paris, mais pour les ministres français, it is shocking. Comme le président de la République, je dirais que c'est très mal élevé. En Grande-Bretagne, le Sun ne fait que relayer les positions belliqueuses de son propriétaire, le milliardaire Rupert Murdoch, partisan de George Bush. Aux États-Unis, Murdoch possède également le New York Post, qui avec d'autres journaux reprochait la semaine dernière à la France d'avoir oublié le sacrifice des GIs en 1944. Tout le monde se souvient du rôle important qu'ont joué les soldats américains en débarquant sur le sol français. Mais je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Cette dette historique, c'est une dette dans le combat pour la liberté. Dans cette guerre du Golfe, ça n'a rien à voir avec le combat pour la liberté. Le peuple américain n'est pas anti-français, mais l'élite de l'opinion qui est, comme j'ai dit, liée aux idéologues qui entourent la Maison-Blanche maintenant, qui entourent George Bush, qui le poussent vers la guerre, eux, ils sont pour l'instant très très anti-français. Pour l'instant, en tout cas, les appels au boycottage de produits français comme le vin n'ont pas rencontré beaucoup d'écho aux États-Unis.
Et ce soir à 20h55, ne manquez pas Envoyé spécial avec une enquête consacrée aux relations franco-américaines. Leur départ est imminent. 2 Mirage 4 de reconnaissance vont décoller demain matin de la base d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. Ces appareils seront envoyés dans le Golfe pour des missions de contrôle sous l'égide des Nations Unies. Laurent Di, Benoît Jourdan. La base de destination de ces Mirage 4 est encore confidentielle, mais à partir de demain, 2 appareils seront au service de l'ONU, aux côtés des inspecteurs du désarmement en Irak. Leur mission, des reconnaissances avant, pendant et après le passage au sol des inspecteurs. Ce sont des pilotes de combat qui se préparent à une mission qui est une mission techniquement difficile, dans un environnement qui, même s'il est sécurisé, pourrait éventuellement se dégrader. En principe, ces avions n'embarqueront aucun armement, mais à défaut de missiles, l'équipage pourra toujours mitrailler avec des appareils photo. Donc vous êtes ici donc, devant le conteneur photo type CT-52. Il contient 4 caméras donc, de haute altitude et des caméras de prise de vue basse altitude. C'est le même style de mission, on fait des photos, sauf que le cadre est différent puisqu'on travaille pour un organisme, on va dire, plus qu'international, l'ONU, et voilà, c'est une petite fierté puisque bon, c'est une reconnaissance. 2 ravitailleurs C-135 compléteront le dispositif. Dernier détail, les aviateurs, une fois en vol, ne seront plus vraiment des militaires français puisqu'ils disposeront du statut d'inspecteurs. Ils seront en quelque sorte des diplomates de l'ONU. L'heure est à la négociation entre Washington et Ankara. L'enjeu de ce marchandage, l'installation de troupes américaines sur le territoire turc en prévision d'une guerre contre l'Irak. Sur place, le reportage de nos envoyés spéciaux, Vincent Nguyen, Guillaume Fautra. 2 informations se partageaient la une des journaux turcs ce matin. La vague de froid qui touche le pays et l'arrivée de nouveaux soldats américains. Ces militaires viennent en Turquie pour aménager 2 ports et 4 bases aériennes en vue d'accueillir un contingent de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Les États-Unis veulent se servir de la Turquie comme base arrière pour attaquer l'Irak, mais pour l'instant, le gouvernement turc ne les autorise à rien de plus que ces travaux préparatifs. Il faut dire que la population est à 94% contre cette guerre. On n'est pas pressé de voir débarquer les Johnny, comme on dit ici. Ce n'est pas notre affaire, dit cette femme. Pourquoi nous mêle-t-il à ça? Nous ne sommes pas des marionnettes, ni des mercenaires. Pourtant, les gouvernants turcs sont en train de négocier avec l'Amérique. Les modalités militaires semblent déjà réglées. Apparemment, ce n'est pas la guerre qui leur pose encore problème, mais les conséquences économiques. Ils n'ont pas peur de l'Irak. Et ils ont peur d'aller à la guerre. Et puis, la situation économique qui endure depuis 10 ans et qui fait peur aux citoyens turcs. Parce que nous avons une expérience de la guerre du Golfe de 1991 et on a beaucoup perdu. Alors les Turcs demandent une aide financière. Les États-Unis offrent 6 milliards de dollars et un prêt de 20 milliards. Mais le Parlement juge la somme insuffisante et fait monter les enchères avant d'autoriser le déploiement américain. L'argent semble être le dernier point sur lequel Turquie et États-Unis n'ont pas encore trouvé d'accord. Les négociations continuent car les 2 pays y ont un intérêt certain, mais elles ne devraient pas aboutir avant la semaine prochaine. Depuis la guerre du Golfe, une partie de l'Irak échappe au régime de Saddam Hussein. C'est au nord du pays, le Kurdistan d'Irak, une sorte d'enclave autonome. 12 années sans arrestation arbitraire, une population qui se souvient des horreurs d'hier et qui rêve d'un autre avenir pour demain. Jean-Marc Ilouz, Olivier Robert. Ici, à l'ombre des mosquées, les paraboles pullulent et Internet est souvent au coin de la rue. Ici, c'est l'Irak sans Saddam, celui du Kurdistan autonome depuis la guerre du Golfe grâce à la protection de l'aviation anglo-américaine. Après 12 ans de liberté et de relative prospérité, l'enjeu du conflit est vu de manière bien différente selon sa génération. L'essentiel, ce sont les droits de l'homme pour la génération de Bakhtiar, 39 ans, rescapé des geôles de la dictature. Si aujourd'hui, son ancienne prison n'a pas été remise en service, c'est qu'on en fait un mémorial. Ce supplicié de plâtre, c'était lui, hier. Bakhtiar n'oubliera jamais les tortures à l'électricité, l'isolement. Au détour d'une cellule, ses cauchemars le rattrapent. Cette nouvelle statue, c'est Hassan, son compagnon de cellule disparu. Alors, une guerre, pas par esprit de revanche, mais pour la démocratie. Aujourd'hui, les Irakiens,
qu'ils soient kurdes, arabes, chrétiens ou autres, savent que leur seule porte de sortie, c'est la démocratie. L'université de Suleymaniye a eu aussi ses martyrs. Mais aujourd'hui, la répression n'est plus le problème numéro 1 de la génération de ces 8000 étudiants. Ils pensent d'abord emploi et chômage. Ça sera plus facile de travailler en Irak une fois que Saddam aura été viré par les armées américaines et britanniques. Notre avenir dépend du changement politique. Si l'Irak devient une démocratie, les diplômés auront du travail. Un rêve éloigné pour l'instant, Saddam Hussein s'est rappelé à tous qu'il est toujours là. À défaut de pouvoir maintenir sa police secrète ou son armée au Kurdistan, le gouvernement de Saddam Hussein coupe périodiquement le robinet du pétrole de l'ONU, une manière de montrer aux Kurdes que leur avenir reste indissociable de celui du régime de Bagdad. Debout d'elle dans la neige, c'est tout ce qu'il reste de l'Ilyushin 76 qui s'est écrasé hier soir au sud-est de l'Iran. Une catastrophe qui a fait 302 morts. La plupart sont des membres des gardiens de la Révolution. Les recherches sont ralenties à cause des très mauvaises conditions météorologiques. Tempête de neige et brouillard dans un secteur montagneux déjà difficile d'accès. La crise irakienne a été évoquée aujourd'hui lors du 22e sommet France-Afrique autour de Jacques Chirac. Les dirigeants des 52 pays ont adopté une déclaration commune affirmant qu'il y a une alternative à la guerre. On retiendra une image de ce sommet, celle de la poignée de main, certes furtive et plutôt froide, entre le président français et Robert Mugabe, l'homme fort du Zimbabwe, une poignée de main dénoncée énergiquement par Londres. Dans le même temps, Jacques Chirac a déclaré que le temps de l'impunité était fini pour les auteurs d'exactions en Afrique. On l'écoute. D'où qu'elles viennent, la violence doit être dénoncée. Leurs auteurs ont désormais à craindre d'être sanctionnés par la Cour pénale internationale qui étend sa protection à tous les citoyens du monde. Il est fini le temps de l'impunité, le temps où l'on justifiait la force. Doit venir maintenant le temps où l'on fortifie la justice. On vous le disait hier soir, le grand absent de ce sommet, c'est Laurent Gbagbo qui a décliné l'invitation. Le président ivoirien est resté au pays, près de ses partisans qui le soutiennent dans sa démarche. Éric Monnier, Bruno Giraudon. Un mois après les discussions de paix de Marcoussis, Laurent Gbagbo n'a pas souhaité revenir en France. C'est Sédou Diarra, son tout nouveau Premier ministre, toujours en quête d'un gouvernement d'union nationale qui représente son pays au sommet France-Afrique. Cette absence volontaire du chef de l'État ivoirien est abondamment commentée à Abidjan et en général approuvée. Elle coïncide avec une violente campagne contre les positions du gouvernement français et la présence de ces 3000 soldats sur le sol ivoirien. Une armée française accusée ouvertement de faire le jeu des rebelles qui occupent toujours la moitié du pays. Laurent Gbagbo lui-même, qui recevait l'état-major des forces françaises, questionné sur ses motivations à boycotter le sommet de Paris, a eu pour toute réponse ce sourire. Est-ce que c'est aussi à cause de cette détérioration que vous n'êtes pas allé à Paris? Mon général Fall, vous avez la parole. Et la presse n'est pas en reste. Ce matin, elle approuvait presque unanimement la décision présidentielle au grand bonheur de ses lecteurs. Mais c'est pour sa vie que vous voulez assassiner là. C'est la vie que vous voulez lui ôter. C'est pour ça que nous ne voulons pas qu'il aille en France. Parce que les Français sont devenus dangereux. Si Gbagbo y va au sommet France-Afrique, c'est encore d'aller le coincer quelque part et puis de lui imposer des choses qui ne vont pas dans la droite ligne de la vision du peuple. Même absent, Laurent Gbagbo est paradoxalement l'une des vedettes du sommet. Ce matin, la crise ivoirienne était dans toutes les conversations, dans tous les esprits. Et Jacques Chirac vient tout juste de déclarer que les escadrons de la mort en Côte d'Ivoire sont une réalité, je cite, et que tout cela pourrait se terminer devant les tribunaux internationaux. Papa Wemba était déjà célèbre dans le milieu de la musique africaine. Aujourd'hui, ce chanteur d'origine congolaise pourrait bien se faire un nom, cette fois dans le milieu judiciaire. Il faisait passer des clandestins pour des musiciens de son groupe. L'homme a été mis en examen en fin d'après-midi. Yann Fronty, Amaury Guibert. C'était au temps de sa splendeur. Le roi de la rumba zaïroise fend la foule de ses fans sur son trône. Aujourd'hui, fini les vocalises, Papa Wemba déchante. Entendu par un juge de Bobigny, il a été mis en examen pour aide au séjour irrégulier en bande organisée. Il pourrait dès ce soir être placé en détention.
Est-ce qu'on n'a pas profité de lui, de sa notoriété, de ses venues en France pour différents concerts? Ça sera à la justice de le déterminer. La justice qui suspecte Papa Wemba d'avoir profité de ses concerts pour faire venir en Europe près de 300 faux musiciens et de faux danseurs. En fait, des candidats à l'exil à qui il faisait payer plus de 3000 $ pour leur obtenir un visa. Des filières de clandestins et des pratiques qui n'étonnent pas vraiment les spécialistes. Les filières débordent d'imagination pour essayer de contrecarrer les mesures de sécurité qui sont prises par les services de police. Et on assiste effectivement à des modes opératoires qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Arrêté dans son pavillon familial d'Aulnay-sous-Bois, la star de la chanson africaine aurait ce soir partiellement reconnu les faits et avoué avoir perçu près de 15 000 €. L'enquête devra maintenant déterminer si Papa Wemba n'a pas bénéficié de complicité au sein même des ambassades de France et de Belgique au Congo. Confirmation, Papa Wemba vient d'être incarcéré. Au lendemain de la mutinerie de la centrale de Clairvaux, le garde des Sceaux a annoncé la création cette année d'un nouveau corps de surveillants. Ils seront formés à intervenir dans les situations de crise. Ils auront le pouvoir ainsi d'organiser des fouilles et de restaurer l'ordre en cas de tension. Avant-hier, nous vous parlions ici même de la détresse de Sarah, cette jeune fille de Roubaix plusieurs fois violée et qui vit dans l'angoisse de représailles de la part de ses agresseurs aujourd'hui libérés. Les parents de l'adolescente totalement démunis ont demandé que leur fille et leurs 3 autres enfants soient mis à l'abri dans un foyer. Fanny Auvergne, Virginie Travers. Quelques jouets, des livres, voici les affaires que les enfants n'ont pas pu emporter. En urgence, les 3 sœurs et leurs petits frères ont été placés dans un foyer à la demande de leur papa pour être enfin en sécurité. Sarah, 14 ans, la sœur aînée, a été victime de viols collectifs par 11 garçons du quartier il y a 1 an. Soutenue par ses parents, elle a porté plainte aussitôt. Moi, je croyais qu'en portant plainte de toutes les agressions, puis surtout qu'est-ce qu'ils ont fait à ma fille, je croyais que tout allait s'arrêter. Mais au contraire, c'est l'enfer qui démarre. On a été menacés jour et nuit, les contrebras soulevés, on tapait dans les portes, on criait des mots obscènes pour ma fille. Quand Sarah était au collège, on m'insultait de tous les noms. C'était la mère de la pute. Déjà on a la souffrance que notre fille, qu'est-ce qu'elle a subi, et que les agresseurs nous harcèlent, et qu'on doit mettre nos enfants en lieu sûr. Je trouve pas ça logique que ces enfants qui doivent partir, que nous on est encore là. La justice elle est mal faite. Fuir, c'est le seul moyen pour eux de se protéger. La famille a déjà déménagé une première fois à quelques kilomètres de Roubaix, mais les agresseurs les ont retrouvés. Les parents sont au chômage. Pour partir, ils doivent attendre un logement social. Dès qu'on a une piste, la municipalité concernée fait savoir qu'on ne veut pas de cette famille. Et on ne veut pas de cette famille parce qu'on en a parlé dans la presse. Et on ne veut pas de cette famille parce que si jamais les jeunes les retrouvent, ça sera une mauvaise image de marque pour la municipalité, parce qu'on reconnaîtra la municipalité et que ce genre de publicité n'est jamais la bienvenue. Cette incapacité à protéger les victimes et leurs familles choque les policiers. Bien sûr, ça me choque en tant que policier, ça me choque en tant que citoyen, mais en tant que policier, savoir qu'il y a des gens qui sont menacés, qui sont victimes de ce type de problème et qu'on n'a pas forcément la réponse adaptée, qu'on n'est pas en capacité de les protéger en permanence, oui, bien sûr, c'est choquant, c'est frustrant. Les victimes et leurs proches doivent donc affronter seuls la peur constante des représailles. Aucune réponse n'existe pour l'instant à ce constat d'impuissance. Alors notre invitée, maître Isabelle Steyer, bonsoir. Bonsoir. Vous avez l'habitude de vous occuper de victimes d'agressions. Dans le reportage, les policiers ont exprimé leur impuissance à trouver une solution pour Sarah. Que pourrait-on faire pour que ces victimes puissent enfin revivre normalement ? Écoutez, je crois qu'il faudrait envisager un plan d'accompagnement de ces jeunes filles qui sont victimes de ces faits-là, dans la mesure où, au jour d'aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui est fait pour les aider. Il faudrait pouvoir envisager d'abord de les faire vivre ailleurs, le jour de leur plainte, immédiatement. Il faudrait imaginer de les rescolariser, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a porté plainte, on est une jeune fille violée, donc montrée du doigt, et donc on va porter les stigmates de ce crime sur son corps, et tout le monde va le savoir. Il faut qu'elle arrive à revivre avec sa famille, parce que toute la famille va subir les conséquences de ce viol. Les relations parents-enfants ne sont plus les mêmes, les relations frères-sœurs ne sont plus les mêmes. Il y a une atteinte à l'identité sexuelle, à l'identité, à l'humanité de cette jeune fille, et tout est à recommencer. Il faudrait aussi un suivi psychologique,
Parce que aller voir le psychiatre ou le psychologue quand on a 14 ans, c'est s'estimer quelque part handicapé, en difficulté et encore une fois marginalisé. Donc il faudrait qu'un plan d'ensemble puisse être mis au point pour pouvoir reconstruire, aider à reconstruire ces jeunes filles qui sont dans une situation de détresse morale, sociale, éducative, familiale extrême. Et je comprends tout à fait le papa de Sarah qui crie sa révolte, dans la mesure où c'est très révélateur de ce qu'il se passe dans ce type de situation. Avant l'antenne, vous parliez d'un mot très fort, un acte de torture psychologique, me disiez-vous? Oui, c'est à mon avis un acte de torture et de barbarie, puisque la personne est totalement détruite. Elle n'a plus de structure, elle n'a plus de relation à l'autre. Elle était en pleine construction, c'était une toute jeune fille, et tout doit être refait. Le refaire quand on n'est pas aidé, quand on a 14 ans, et que la famille ne sait pas comment vous aider, avec toute la meilleure volonté du monde, elle ne sait pas comment vous aider. Mais concrètement, qui doit aider? C'est la justice qui doit aider? Oui, il faudrait qu'on puisse avoir un espèce de kit d'accompagnement et une nouvelle loi qui soit votée sur la protection de ces victimes et de toutes les victimes de façon générale, parce que lorsqu'une jeune fille parle, elle est de toute façon marginalisée, que ce soit dans des dossiers d'inceste ou dans des dossiers de tournante. Merci, on aura bien compris votre message d'accompagnement finalement de ces victimes qui ont osé parler. Un skieur de fond a disparu aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme. Une trentaine de gendarmes et 4 équipes de pompiers ont été mobilisés pour retrouver cet homme de 62 ans. 2 détenus qui avaient été mobilisés hier pour nettoyer les plages souillées par le fioul du Prestige vont être renvoyés en prison. Les 2 hommes sont soupçonnés d'avoir volé un paquet de biscuits et 2 bouteilles d'après-rasage. Pour le garde des Sceaux, cette affaire ne doit pas jeter le discrédit sur les autres détenus. Stéphane Bretner, Sophie Rodier, David Bazier et Nadine Picard. Ils se sont retrouvés ce matin comme ils s'étaient quittés hier. À une différence près, il manquait 2 détenus sur les 18 hommes de l'équipe de nettoyage. Les absents ont passé la nuit en garde à vue avant d'être renvoyés dans leur cellule. Tout ça pour avoir volé 2 bouteilles d'après-rasage et un paquet de gâteaux dans leur centre d'hébergement. Pas de quoi en faire une histoire pour le maire de Vieux-Boucau. Je crois qu'on n'a pas le droit de casser un contrat moral comme ça et que mais il ne faut pas non plus rejeter l'opprobre sur tous les autres qui sont prêts à travailler et qui travaillent. Il faut dire que depuis hier, l'arrivée de ces détenus était attendue et bienvenue. Tous en fin de peine et en principe triés sur le volet, ces prisonniers étaient heureux de quitter leur cellule de 9 mètres carrés pour le grand air. Alors, le ministre de la Justice estime que cet épisode ne change rien. Je pense qu'un tel fait qui est grotesque de la part de ces 2 garçons, qui méritent effectivement de retourner en prison, ça ne remet évidemment pas en cause cette démarche qui consiste à faire participer à une grande cause nationale un certain nombre de détenus volontaires. Des détenus pour nettoyer les plages, l'expérience avait déjà été menée lors de la marée noire de l'Erika et tout s'était bien passé. Raison de plus pour remplacer les indésirables par 2 autres détenus. Tous iront ce soir, comme hier, passer leur 2e nuit dans ce centre militaire des Landes. 3 mois après la catastrophe du Prestige, on peut établir un premier bilan sur la quantité de fioul retrouvée sur les côtes françaises et espagnoles. 25 000 tonnes ont été récupérées sur terre et en mer. Il reste encore 15 000 tonnes à ramasser. Quant à l'épave, elle contient encore 37 000 tonnes. Voilà pour les chiffres. Gros plan à présent sur un des premiers villages espagnols touchés par la catastrophe, Fisterra. Dans cette commune, 88% des hommes sont des pêcheurs. Ils ne peuvent plus exercer leur activité, mais le gouvernement les indemnise. Sophie Mezel, Abdelzouyache. L'ambiance a bien changé dans le port de Fisterra. Avant, jamais on n'y aurait vu autant de bateaux le matin. Ils étaient tous à la pêche. Mais depuis que le Prestige a souillé la côte, la pêche est interdite. Chaque jour, cependant, 4 ou 5 navires partent à tour de rôle au large. Et ceux qui jadis attrapaient dans leurs filets des sols et des sardines partent à la pêche au pétrole. En voilà une qui se paye même le luxe d'être fructueuse. Et le comble, c'est qu'à force d'entraînement, les marins en ont attrapé un sacré coup de fourche. Un lancer et hop! Faut dire que ça fait 3 mois. 3 mois. Pour suer dans les vapeurs de fioul, les marins touchent 36 € par jour travaillé. C'est 10 fois moins que ce que touchent les Français pour la même tâche. Ils gagnent en plus 1 200 € par mois en compensation de la perte d'activité.
Mais il n'y en a pas un pour se plaindre, car si cette côte s'appelle la côte de la mort, c'est parce qu'elle a connu bien des naufrages. Alors en dehors d'énormes catastrophes, les gens ici apprennent à être résignés. On ne gagne rien à être en colère. Il faut nettoyer pour qu'on en finisse, mais j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Mais curieusement, les marins ne sont pas pressés de voir la pêche à nouveau autorisée. S'il n'y a apparemment aucun risque sanitaire, le risque économique est bien là, étant donné la désaffection des consommateurs pour le poisson. Notre inquiétude, c'est que dès qu'on va rouvrir la pêche, il y aura trop de poissons sur le marché par rapport à la demande. Et les prix, automatiquement, vont chuter plus bas que terre. Alors plutôt que de se battre, les marins préfèrent toucher sans effort les indemnités offertes par le gouvernement et payer rubis sur l'ongle. Pas question de les mécontenter, les municipales sont dans 2 mois. Il faut juste qu'ils apprennent à passer le temps, et depuis 3 mois à Fisterra, les parties de cartes sont devenues interminables. Attention, la grippe arrive, le pic maximal est prévu pour la semaine prochaine, mais déjà 630 000 personnes aujourd'hui en France sont groggy. Laetitia Fouque, Thierry Breton. Alors, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Eh bien, je vous amène Johanna, car elle tousse, température à 39,4. Toux, fièvre, courbature. Pour Johanna, le diagnostic est simple. Ça ressemble quand même à un état grippal. Ces dernières semaines, les patients atteints de la grippe se sont succédés dans le cabinet du docteur Fouché. Bien souvent, ce sont des enfants. Sur les 630 000 malades connus en France, 60% ont moins de 20 ans. Mais pas de panique, l'épidémie 2003 n'est pas virulente. Je dirais que pour l'instant, c'est plutôt une petite grippe, dans la mesure où la fièvre en 48-72 heures, on arrive assez à la juguler, et les syndromes respiratoires en 5-6 jours, de façon classique, disparaissent. Grâce à des médecins témoins répartis dans toute la France, le réseau Sentinelle suit le virus à la trace. On voit toujours ce foyer lémanique de Haute-Savoie important, donc sur les Alpes, qui s'est propagé rapidement vers le sud-est de la France. Et on voit aussi un autre foyer qui est dans la région du Poitou-Charentes et qui va également se propager vers le sud, le sud-ouest. La semaine prochaine, presque toute la France sera concernée et là, 2 millions de personnes pourraient être malades, comme Johanna. Avec la grippe, comme avec tous les virus, les antibiotiques sont inutiles. C'est sans doute le casse-tête numéro 1 des hôpitaux et cliniques en France. Il manque aujourd'hui 15 000 infirmières dans notre pays. Alors depuis 1 an, on recrute de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. 272 infirmières espagnoles exercent chez nous. La barrière de la langue surmontée, ces femmes, dans la plupart des cas, s'insèrent sans problème, comme nous le montre ce reportage tourné à Créteil, dans un service de neurologie. Nicolas Châteauneuf, Guillaume Michel. Vous avez dormi? Vous avez fait la kiné? Oui? D'accord, je vais vous passer les médicaments de midi. Il y a 1 an, Myriam ne parlait pas un mot de français. Aujourd'hui, elle fait partie des 16 infirmières espagnoles qui travaillent à l'hôpital Chenevier de Créteil. Pour elle, le choix a été simple. Dans son pays, c'était la précarité. En France, l'assurance d'un poste plein est bien rémunérée. Je suis bien ici, moi. Au moins, là, j'ai du travail. Je suis bien intégrée. Je suis bien habituée à la France. Je pense ici pour rester pour l'instant. C'est vrai que bon, j'ai laissé ma famille là-bas, mais ça ne me gêne pas trop de rester. En quittant l'Andalousie, Myriam ne savait rien des pratiques médicales françaises. Avant d'intégrer progressivement le service de neurologie, elle a suivi avec ses collègues 1 mois de formation intensive à la langue française, avec plus ou moins de bonheur. On a une collègue, nous, qui, quand elle voulait s'exprimer, qu'elle ne trouvait pas le mot, elle nous faisait des petits dessins sur un petit carnet. Donc on a communiqué comme ça dans un premier temps. Puis après, c'était vite. À l'hôpital Chenevier, la greffe a donc bien pris. Il faut dire que tout a été fait pour attirer les Espagnols. À son arrivée, l'hôpital a ainsi mis à disposition de Myriam ce studio meublé pour un loyer de 130 €. Autre argument, la prise en charge de sa formation. Enfin, Myriam dispose du même statut que ses collègues françaises. Du côté de l'hôpital, aucun état d'âme, il faut bien trouver de nouvelles infirmières. Nous étions en période de pénurie et nous avons des patients à prendre en charge et nous ne pouvions pas les renvoyer chez eux. Aujourd'hui, Myriam veut rester en France. C'est le cas de la plupart de ses collègues espagnols. Depuis 1 an, seuls 5% d'entre elles ont cédé au mal du pays. Avec nous, Marie-France Sennelier, bonsoir. Vous êtes directrice des soins infirmiers à l'hôpital d'Argenteuil en région parisienne. Vous avez à gérer 450 infirmières et vous-même, vous avez fait appel à des infirmières espagnoles. Alors vous, comment vous expliquez ce manque criant d'infirmières?
Alors depuis 2000, nous avons une pénurie très importante d'infirmières qui est augmentée par la mise en place des 35 heures et la création des postes pour ces 35 heures. Ce qui donne énormément d'offres aux infirmières, et beaucoup de nos infirmières en Île-de-France partent en province, ce qui nous complique bien sûr nos problèmes. Ça c'est le cas spécifique. Donc c'est pourquoi nous avons fait appel, pardon ? Oui. Oui, vous avez fait appel. C'est pourquoi nous avons fait appel à 27 infirmières espagnoles qui sont actuellement sur le centre hospitalier d'Argenteuil. Alors vous qui êtes une passionnée de votre métier, comment vous expliquez qu'aujourd'hui en France, il n'y ait plus de personnes qui aient envie de faire ce métier ? Alors je pense qu'il y en a toujours, mais il y en a probablement de moins en moins parce que les contraintes du métier, en particulier les horaires, ne sont pas très compatibles avec une vie de famille. Nous sommes dans une société de loisirs et les infirmières ont envie aussi de profiter des loisirs. Elles sont pratiquement les seuls personnels qui travaillent 24 heures sur 24 au lit du malade et donc il faut qu'elles travaillent la nuit, les jours fériés, les dimanches et c'est pas très compatible avec des enfants, une vie de famille. Donc les infirmières partent très vite de ce métier. Elles ont à peu près 15 ans de vie professionnelle en France en ce moment. Est-ce que vous aujourd'hui, elles font autre chose. Est-ce que vous aujourd'hui, dans votre métier, dans votre expérience quotidienne, vous avez l'impression que vous pouvez vraiment offrir des soins de qualité ? Alors malheureusement, les 35 heures ont diminué un petit peu les horaires des infirmières. Elles travaillent aujourd'hui en 7h30 chez nous. Et les infirmières trouvent qu'elles n'ont pas suffisamment de temps d'avoir une relation avec les malades. Bon, j'espère qu'on fait encore les soins de qualité, mais je pense qu'on a perdu quand même en qualité relationnelle avec le patient. C'est très frustrant pour les infirmières. On va beaucoup plus vite, voilà. Donc il y a moins de relations avec le malade. Et il y a certains services qui en pâtissent tout particulièrement, notamment la gériatrie. Alors nous avons effectivement des problèmes de recrutement plus difficiles la nuit, en gériatrie et en psychiatrie. Et c'est bien dommage, mais je pense que il faudra payer les contraintes et je pense que les infirmières de nuit devraient avoir une indemnité plus importante. Merci beaucoup pour ce témoignage. Depuis quelques mois, les publicités comparatives se multiplient à la télévision. Une directive européenne a en effet assoupli la loi française, jusque-là très stricte dans le domaine. Une arme qui peut s'avérer efficace pour les publicitaires, mais qui n'est pas toujours très facile à manier quand on s'attaque à son concurrent. François Baudonnet, Claude Barnier. Avec le petit personnage de Vico, la publicité comparative débarque pour la première fois dans l'agroalimentaire français. Chez Mousseline, pommes de terre 99% monostéarate de glycérol, disulfite de sodium. Et là, chez Vico, que de la pomme de terre. Car le problème de Vico s'appelle Mousseline. La filiale de Nestlé est ultra dominante sur le marché français. Du coup, pour 2 consommateurs sur 3, la purée, c'est Mousseline. Pour casser cet acte pratiquement automatique, on a choisi la comparatif. On dit aux consommateurs, comparez, réfléchissez. Et ça marche. Depuis l'apparition du spot sur les écrans, Vico affirme avoir augmenté ses ventes de 20 à 50%. Devant nous, Jean-François va se livrer à un test comparatif. En France, les premiers à avoir osé la publicité comparative sont les opérateurs de téléphonie. Leur message est toujours le même, ils se disent moins cher que l'opérateur historique. France Télécom, ils m'ont proposé leur forfait en France, pour téléphoner moins cher. Mais je devais Seulement voilà, France Télécom contre-attaque systématiquement en justice. Ce film fait d'ailleurs l'objet d'une procédure. Autre inconvénient, la pub comparative peut se révéler à double tranchant. Acheter un paquet de mes pâtes farcies et acheter aussi mes concurrents. Une dernière fois. Le petit challenger qui s'attaquait au leader, au fond, il relance encore un peu le leader et finalement, comme il est trop faible, il est peut-être pas toujours aussi bien distribué qu'il le voudrait, il y a des tas de conditions qui font que sur le marché, finalement, il risque de pas s'y retrouver. Et c'est l'autre qui en profite. Et c'est le numéro 1 qui reste numéro 1 et qui en profite. Peu de monde le sait, dans l'Hexagone, la publicité comparative est autorisée depuis 1992. Mais cela ne fait qu'1 an et demi qu'elle est beaucoup moins restrictive. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut donc se mesurer à son concurrent sous certaines conditions. Une publicité qui dénigrerait en disant par exemple dans cette purée il y a tel et tel élément Burke par exemple, ou c'est pas bon, ça serait dénigrant et donc inacceptable. Trompeur, ça serait si on comparait des choses qui ne soient pas pertinentes et qui ne constituent pas une des motivations d'achat principales, par exemple. Aux États-Unis, la publicité comparative est une institution depuis des décennies. Les plus grands artistes ont même été enrôlés dans la bataille entre Pepsi et Coca. Chez nous, plusieurs spots sont en préparation, mais ils devraient rester plus terre à terre.
Les travaux de consolidation seront entrepris demain aux abords de l'école maternelle qui s'est écroulée dans le 13e arrondissement de Paris. Une quinzaine de familles qui occupent les immeubles du secteur devront dormir ce soir à l'hôtel. Les vibrations dues aux travaux pourraient fragiliser les bâtiments voisins de l'école. Paris, bientôt classée zone infestée par les termites. Un arrêté préfectoral devrait permettre de renforcer le dispositif pour éradiquer ces parasites qui sont souvent responsables de gros dégâts. Romuald de Bonan, Frédéric Pasquette. Seuls ces radars miniaturisés sont capables de le traquer. Le termite, ennemi invisible, repéré dès qu'il s'active à ronger le bois. Nous sommes dans les caves d'un immeuble du 17e arrondissement parisien. C'est dans ces univers humides qu'il pullule, se répandant ensuite jusqu'aux charpentes. C'est un insecte, un termite souterrain, ce qu'on appelle un termite souterrain, c'est-à-dire que les termitières sont dans le sol, et lorsque les termites ont besoin de cellulose, lorsqu'il n'y a plus de cellulose dans le sol, les termites montent à la surface pour aller chercher tout simplement de la cellulose, donc dans le bois, dans le tissu, dans le carton, dans le papier, dans tous les matériaux qui contiennent de la cellulose. Depuis 1960, date présumée de l'arrivée de l'insecte dans la capitale, des bataillons de termites sont passés d'arbre en immeuble, se dispersant au hasard des démolitions et des rénovations. Aujourd'hui, ils ont colonisé 15 des 20 arrondissements parisiens. Ici, en orange et en rouge les plus touchés, le 13e, le 16e, le 17e ou encore le 5e arrondissement. Une invasion suffisamment préoccupante pour conduire les autorités à classer aujourd'hui la capitale en zone infestée. Cette nouvelle réglementation permettra de connaître l'étendue exacte des dégâts en imposant des obligations aux propriétaires de logements. C'est une obligation en cas de constat de déclarer au maire de Paris la présence de termites et en conséquence la nécessité obligatoire d'engager des travaux. Et si les travaux, les copropriétés ne les effectuaient pas, alors la ville pourrait se substituer et faire les travaux d'office et bien sûr pour protéger l'environnement immédiat. Et pour ceux qui chercheraient à cacher la présence de l'intrus, des amendes de 150 à 1500 € pourront être dressées. À Anvers, le milieu très fermé des diamantaires est en émoi depuis 4 jours et pour cause, on parle déjà de casse du siècle. 120 coffres ont été vidés de leurs diamants, lingots d'or et argent liquide. Les malfaiteurs, a priori des connaisseurs, ont réussi à déjouer le système de sécurité. Alors on s'interroge sur des complicités dans le milieu. Sur place Paul de Genève, Guillaume Viard. Ce poste de police marque l'entrée du kilomètre carré le plus sécurisé en Europe, le quartier des Diamantaires à Anvers, un coffre-fort à ciel ouvert. Ces policiers montent la garde 24 heures sur 24. Ils ne laissent passer que les véhicules habilités et des dizaines de caméras quadrillent ces 3 rues. Et pourtant, des cambrioleurs ont su trouver une faille dans 7 immeubles au cœur du quartier. 120 coffres ont été pillés au cours du week-end dernier. Le butin s'élèverait à plusieurs millions d'euros. Ou bien il y a quand même eu un petit élément de tout ce système de sécurité très complexe qui n'a pas marché et il faut y remédier, ou bien c'est disons le facteur humain qui a joué ici. Des complicités internes, c'est la seule réponse pour ces diamantaires. Impossible sinon de passer ces portes. Ici, les diamants ne sont pas en vitrine mais dans les ateliers ou dans leurs coffres. Ces tailleurs de pierre manipulent des millions d'euros. À Anvers, seuls les gros diamants sont taillés. Dans ce monde, la meilleure des protections reste encore la confiance. Les gens que vous voyez ici dans la fabrique, ce sont des gens qui travaillent ici de père en fils. Et la plupart des ouvriers, nous les connaissons depuis de 30 ans. Donc tout est une question de confiance, tout est en famille. Dans chaque bureau, un coffre comme celui-ci. Des milliers de pierres y sont entreposées avant d'être vendues à la bourse. Un système infaillible que les diamantaires indépendants ne peuvent s'offrir. Et malheureusement, ce qui s'est passé durant le week-end, c'était dans un coffre subsidiaire où des petits diamantaires mettaient leur avoir et apparemment, ça n'était pas bien gardé. Le monde du diamant attend maintenant les premières arrestations pour comprendre comment les cambrioleurs ont déjoué les systèmes de sécurité et pourquoi les enregistrements vidéo sont restés vierges. Mais ce soir, la police belge n'a toujours pas procédé à la moindre interpellation. Cela fait 40 jours qu'Olivier de Kersauzon et son équipage sont en mer pour tenter de battre le record de Bruno Perron dans le trophée Jules Verne, le Tour du monde sans escale. Olivier de Kersauzon quitte avec nous par liaison téléphonique. Bonsoir. Bonsoir. Alors la grande question, avez-vous franchi le Cap Horn? C'était pour là les... Oui. Le Geronimo a franchi le Cap Horn il y a 20 minutes là. Et ça nous fait 40 jours, 16 heures, 16 minutes. 26 secondes depuis la ligne de Ouessant. Donc on a le record on est une trentaine d'heures devant Bruno Perron. Donc ça veut dire, vous avez fêté ça, est-ce qu'on fête comme ça quand on passe le Cap Horn et qu'en plus on le passe avec de l'avance?
sur le précédent record. On n'a pas fêté, mais je pense que on était contents. Il n'y a pas tellement de quoi faire la fête, hein, vous savez. Non, on était contents parce qu'on sort d'un océan. On a eu un Indien et un Pacifique très brutaux avec des dépressions très nord. On a fait beaucoup plus de routes qu'on aurait dû et on est content de s'en tirer à ce compte-là parce que on a eu que des navigations vraiment difficiles et complexes avec des grosses mers croisées et très violentes. Donc on est content de sortir de là. Oui. Ouais, ça redonne du baume au cœur à l'équipage, je suppose, parce que la route est encore longue. Il faut le battre, ce record. Oui, mais c'est une route où on va voir de la lumière. C'est que là, on sort d'un espèce de tunnel où on était dans la brume, ou sous la pluie, ou sous les grains, avec des mers casse-bateaux très très violentes, souvent impossibilité de dormir à bord, impossibilité de prendre de la vitesse dans ces mers-là, c'est tout cassé. Et alors là, on arrive quand même dans des océans où on va voir la lumière, la mer et tout ce monde magnifique qu'en fait on n'a pas vu. On est dans un tunnel pendant 20 jours. Bien, peut-être bientôt le bout du tunnel, vous le souhaitez, un record à battre, c'est 64 jours, record de Bruno Perron. Merci Olivier de Kersauzon et puis bon courage à vous et à votre équipage. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Patrice Dorvé, le point route, Julien Pascal, 20h55, envoyé spécial, présenté par François Joly, 1h10, dernier journal, Laurence Piquet, dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Jean-Paul Chapelle recevra Francis Mer, le ministre de l'économie. Et on se quitte sur ces images des préparatifs du carnaval de Nice. Il débute demain et durera 13 jours. C'est toujours très festif. À bientôt.